Les enfants, reprenons notre leçon d'histoire. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Brutus, le tyrannicide. Un peu de bon sens, Brutus. Tu es sur chaque mur de cette ville en brandissant un couteau sous ma gorge. Je serais idiot de l'ignorer. Seuls les tyrans ont des raisons de se défier des conspirateurs. Nous sommes en 44 avant notre ère, la ville, l'URPS, est devenue monde. César, qu'on vient d'entendre, pense qu'il lui faut un système de gouvernement efficace, avec à sa tête un chef d'exception. Brutus, lui, ne peut concevoir que disparaisse sa république, la république aristocratique. D'un côté, un homme qui croit en sa puissance, César, de l'autre, Brutus qui croit en sa vertu. Il est dans les faits l'émanation d'une oligarchie sénatoriale déclinante, mais il pense inspirer et incarner la sévérité antique face à l'ambition de César. Le débat qui commence est toujours aussi passionnant aujourd'hui, même si nous savons qui, au final, a perdu ce combat inégal. Florence Dupont, bonjour. Bonjour. Alors, on vous retrouve souvent dans des aventures singulières, un peu à l'écart. Vous venez de participer au dictionnaire des assassins, publié sous la direction de François Angelier et de Stéphane Bou aux éditions Kallmann-Lévy, qui n'est pas tellement composé d'ailleurs d'articles d'encyclopédie, mais plutôt de petits essais noirs. C'est ainsi que le préfacier définit votre travail et ceux des collaborateurs de ce dictionnaire des assassins et meurtriers. Oui, mais attendez, un tyrannicide, vous allez nous dire ce que c'est. C'est pas un assassinat comme les autres, c'est esthétiquement le top de l'assassinat. Oui. Dans l'Antiquité, aussi bien grecque que romaine, le tyrannicide, ou en grec le tyrannoctone, est un assassin qui n'est pas souillé par son meurtre. C'est d'ailleurs le seul. Parce que on considère que assassiner celui qui a voulu priver ses concitoyens de liberté est un acte juste et pur. Donc, en particulier en Grèce, ceux qui ont assassiné Pisistrate, le fils de Pisistrate, et ceux qu'on appelle les tyrannoctones, sont des héros. Donc c'est une façon de passer à la postérité. La latiniste émérite que vous êtes pourrait nous dire beaucoup sur les différentes sources de documentation sur la mort de César. La documentation écrite est abondante. Il faut quand même qu'on sache pourquoi le personnage de Brutus est si important dans la mémoire des générations et des générations de leaders politiques. Il paraît que Jean-Luc Mélenchon lui-même en fait partie, ont été élevés au lait des vies illustres de Plutarque. J'espère qu'il ne finira pas en tyrannicide, parce que la morale et la loi a changé. Mais c'est vrai que Brutus est devenu la figure emblématique de ceux que les Romains appelleront les libérateurs. Donc c'est au nom de la liberté qu'il tue César, et ensuite, cette figure sera reprise en particulier par les révolutionnaires. La latiniste émérite que vous êtes nous pardonnera d'utiliser une documentation sonore qui ne vous convient peut-être pas parfaitement. C'est une série Canal+, HBO, BBC, avec un conseiller historique en la personne de Monsieur Stamp, dont vous pensez qu'il n'y a pas assez d'écart entre la représentation de Rome qui en est donnée et la nôtre. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, il y a une volonté de modernité qui n'est pas très intéressante. Parce que Rome n'est pas moderne, et c'est en ça que Rome est passionnante. Ce sont vraiment des figures, César, Brutus, des grandes figures héroïques, hein, et non pas des petits hommes politiques. Ouf, je craignais que vous me disiez que Brutus n'était pas non plus un personnage intéressant. Alors, on va commencer. En 44 avant notre ère, César est en train de balayer les formes de la République traditionnelle. Il est déjà dictateur. Les derniers républicains à l'ancienne imaginent de l'abattre. Leur inspirateur, sans doute Cicéron, un de leurs chefs, Cassius. Dans la ville, d'ailleurs, leurs partisans font des graffitis, des dessins à l'image de Brutus, qui pourrait devenir leur incarnation, leur chef. Alors ça, c'est un moment où Cassius, faisant fi de ses différends avec Brutus,
le rencontre pour le convaincre de se mettre à la tête de la conjuration. Est-ce que je ressemble vraiment à ça? Tu as dans l'action cette grâce qu'avait ton noble ancêtre à ce qu'on dit. C'est pour ça que la plèbe te dessine sur tous les murs. Elle le reconnaît en toi. Il ne voit rien d'autre que mon misérable nom. Les noms ont de l'importance. Tu peux appeler un chat un poisson, il ne nagera pas pour autant. La plèbe aime la liberté. En ton nom, elle La serait... plèbe ne ferait rien pour sa liberté. Le peuple aime voir ses champions en train de combattre. C'est moins cher que le théâtre et en plus le son est réel. Viens. Viens avec moi. Regarde. Regarde ça. Eh bien, c'est un siège. Un siège? C'est un trône! Je pensais que les trônes étaient en général plus décoratifs. Pour moi, ceci n'est qu'un siège et rien d'autre. Enfin, tu es aveugle! Je ne suis pas aveugle. Je sais qui est César. Je le vois. Mais je lui ai promis mon amitié. Et je suis son ami à présent. Et par amitié pure, tu serais prêt à sacrifier la République? Je ne suis qu'un homme, Cassius. Je ne saurais décider du sort de la République. Son destin m'est étranger. Justement, tu as tort. La République et ton destin à toi sont liés, sache-le. Le peuple ne se décidera à accepter la mort du tyran que si c'est Brutus qui tient le couteau. Alors, il y a deux choses qu'on peut retenir, hors les critiques, Florence Dupont, sur la réalisation que vous sauriez tenter de faire. Est-ce que je ressemble à ça, demande Brutus. Il n'a pas tellement d'assurance quant à ce qu'il est, et en même temps, son interlocuteur Cassius lui dit « Mais ton nom a de l'importance ». Oui, parce qu'il faut rappeler que le premier Brutus, l'ancêtre, fictif, parce que en fait, il n'y a pas les lignées, il n'y a pas de pensée généalogique à Rome, mais l'ancêtre Brutus, le premier Brutus, est celui qui aurait chassé les tyrans de Rome. Donc c'est le fondateur de la République. Hein. Et il faut bien comprendre qu'à Rome, les nobles, les jeunes nobles, ont pour devoir extrêmement contraignant, d'ailleurs c'est très dur, de ressembler à leurs ancêtres, de répéter les exemples vertueux qu'ils ont donnés, chaque famille ayant d'ailleurs un type de comportement. Et les Brutii doivent être les champions de la liberté. La famille de Brutus. Oui, c'est ça. Et donc, ils sont obligés. Et c'est ça, en fait, la contrainte chez Brutus. Et par ailleurs, il est l'ami de César. Hein. Alors, pourquoi est-il l'ami de César? Vous allez me dire que je me trompe. Il serait le fils naturel de César? Bon, qu'il le soit ou pas, ça n'a aucune importance. Ah bon? Parce que les liens sont des liens contractuels. Le lien d'amitié dont il parle est effectivement un lien qui est quasi juridique. On va sur le forum et on dit « je suis l'ami d'un tel ». Et ce qui vous entraîne à toutes sortes de devoirs. On va remonter un petit peu en arrière. On était en 44 avant notre ère. Nous voici maintenant en 49, au moment où César marche sur Rome et franchit, en dépit de toutes les règles de la République, le Rubicon. Ici, Brutus est avec sa maman. Vous allez me dire que les femmes n'ont pas à intervenir dans les débats politiques, mais celle-ci, ce n'est pas n'importe qui, c'est Servilia. Oui, mais elle aurait été la maîtresse de César. Oui, mais je parlerai pas de débat politique, parce que ce qui est en jeu, c'est pas un problème politique, c'est un problème de gloire, d'image et d'honneur. Alors, c'est bien, ça a bien lieu dans le champ politique, mais j'aimerais en parler de façon plus individuelle, à la limite plus psychologique et plus morale. Alors, on est ici dans le sein intime de la maison. Servilia aurait peut-être eu ce débat avec son fils Brutus au moment de l'arrivée de César qui a franchi le Rubicon. César a franchi le Rubicon. Il arrive armé pour envahir la République. C'est un acte de haute trahison. Et avec une seule légion, qui plus est. Ce n'est pas seulement une trahison, mais c'est aussi un suicide. Si je ne l'avais pas vu de mes yeux, je n'y croirais pas. Les hommes de Pompée désertant la cité, désertant Rome, la moitié du Sénat à cheval. En effet, ce doit être cocasse. Par les dieux, nous sommes dans une situation délicate. Si nous restons, nous nous rallions de facto à César, à la rébellion. Si nous partons, nous nous déclarons pour Pompée et le Sénat, c'est tout l'un ou tout l'autre. Que devons-nous faire? Je n'en sais rien. Tu dois choisir. Pompée alors. Il faut suivre Pompée. La République importe plus que l'amitié. Alors il part, il va d'ailleurs suivre Pompée jusqu'à la défaite de Pompée à Pharsale. Et alors une fois qu'on a fait ce choix, la République importe plus que... On ne peut pas revenir sur un choix.
Il y a une affaire de fidélité à ses convictions politiques. Oui, mais ça, vous commentez le film. Alors qu'en fait, il choisit Pompée, ce qui ne veut pas dire qu'il choisit une politique. Hein. En fait, tout fonctionne dans des réseaux de relations personnelles. On peut si on est l'ami de quelqu'un, on sera forcément l'ennemi de son ennemi. Mais on peut aussi déclarer qu'on met fin à une amitié pour passer dans un autre camp. Et quelquefois, c'est assez compliqué parce que il y a les réseaux familiaux, les réseaux d'amitié, tout ça est un système de réseau. Alors, effectivement, Brutus s'étant déclaré l'ami de César, il peut aussi déclarer qu'il le quitte et qui passe du côté de l'autre côté. Alors là, on en est encore au moment où il est l'ami de Pompée. Il va se déclarer, après Pharsale et la défaite de Pompée, l'ami de César. Oui. Il y a le cas de Cicéron, qui est un petit peu semblable. Cicéron, il va souvent rendre hommage à César. Mais Cicéron n'a pas les mêmes problèmes que Brutus, parce que Cicéron est ce qu'on appelle un homme nouveau, donc il n'a rien à prouver. Je veux dire, il n'a pas à faire à être semblable à ses ancêtres, et donc c'est pas tout à fait pareil. Il n'est pas pris dans cette terrible contrainte qu'ont les nobles romains de perpétuer une image familiale. Si je parle de Cicéron, c'est pas pour commenter la série Rome, je vous promets, Florence Dupont, je ne le ferai plus, mais il faut que j'introduise quand même le dernier épisode issu de cette série qu'on va entendre. Brutus et Cicéron sont là, qui viennent, on est maintenant 48 avant notre ère, après la défaite de Pharsale, rendre hommage à César, qui va s'avérer généreux. Brutus, Cicéron, comme je suis content de vous voir. Je vous croyais mort. César, je viens en tout honneur et sans attendre de clémence, déposer les armes et me rendre, ainsi que... Chut. Pas question de parler de reddition. Nous sommes un peu querellés et maintenant tout est en ordre, hein? C'est trop généreux de ta part. Je regrette. Si tu savais à quel point je regrette. Non, tu n'as rien à regretter, c'est moi, au contraire. Je t'ai mis face à un dilemme impossible. Tu n'as fait que choisir la voie qui te semblait la plus honorable, j'en suis sûr. Bien que je t'embrasse. Les nobles qui rentrent de Grèce et que je vais citer ont reçu le pardon de César, Publius, Servius, Casca, Marcus, Tullius, Cicéron, Caius, Cassius, Longinus et Marcus, Junius, Brutus. Il est interdit de leur faire du mal. Et dans les années qui vont suivre, 47, 46, 45, César va prendre garde de donner des fonctions à Brutus, comme si c'était important pour lui, vous insistez beaucoup là-dessus dans votre dictionnaire des assassins, de le garder à ses côtés. Oui, et il me semble que il s'agit pour César de garder comme ami un tyrannicide potentiel à cause de son passé. Brutus, il est le tyrannicide le plus probable. Donc, tant qu'il est là, ça prouve que César n'est pas un tyran, tant qu'il reste l'ami, puisque selon l'idéologie commune, le tyran est celui qui n'a pas d'amis, et surtout qui n'a pas d'amis parmi les nobles. Puisque le problème, c'est le tyran est l'ennemi des nobles. Il n'est pas l'ennemi de la liberté au sens large, il est l'ennemi des nobles. Donc, garder Brutus à côté de lui, ainsi que d'autres nobles, mais surtout Brutus, c'est signifier qu'on est toujours dans une cité libre. Est-ce que je vous ai mal lu, Florence Dupont? Il me semble que vous insistez sur l'importance de la tradition grecque dans l'élaboration de son complot par Brutus. C'est parce qu'il lirait beaucoup dans les bibliothèques les textes grecs, qu'il considérerait tout pas vers la monarchie à Rome comme une tyrannie qui se dessine. On peut pas être aussi péremptoire, et j'espère que je n'ai pas été, parce que s'il y a un lieu à l'époque où il y a des monarchies, c'est bien la Grèce. Il y a eu Alexandre et tous ses successeurs. Il n'empêche que là où vous avez raison, c'est que le discours sur le tyrannicide est un discours qu'on trouve dans les textes grecs. Mais ces textes grecs sont les seuls que les Romains utilisent. Les Romains lisent en grec tout ce qui concerne la politique. Voilà. Et ils prennent au sérieux tout ce qu'ils lisent chez les Grecs? Alors, question difficile. Prendre au sérieux, en tout cas, si vous voulez,
c'est dans l'éloquence, dans les discours, faire référence à cela, ça marche. C'est-à-dire que ce sont des images, des références qui fonctionnent parce que ça fait partie du langage commun. C'est comme quand les chefs d'entreprise contemporains parlent de l'art contemporain, au fond. Florence Dupont roule les dés. On est maintenant en 44. Que va-t-il advenir du dictateur ? Ta vie sans tambour ni trompette t'a quitté peu avant le jour. Maintenant tu dors pour toujours. Toi qui sur toute chose avais l'œil, tu ne mèneras pourtant pas ton deuil. Voilà donc les certificats des grands esprits que tu stockas, parchemins, trophées et broutilles. Présents royaux ou pacotilles, tous les cadeaux reconnaissants d'un peuple sous toi gémissant. Musée grotesque et disparate des joujoux de tout autocrate. Nous aura fait trembler de peur et d'orgueil assemblés, que nous aurons tressé de rimes pour chanter jusque à tes crimes. Les voici parmi tes décrets, tes pactes aux articles secrets. Voici nos vers et nos remords, mêlés à tes arrêts de mort. Dors toi le conquérant, dors mon petit tyran. Où sont passés l'homme nouveau, les architectes du cerveau, ceux qui acclamèrent tes délires, on rêvait dans tes officines juste avant qu'on nous assassine. Un simple corps cherchant un havre, un tyran mort, rien qu'un cadavre. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Marcus Julius Brutus, avec Florence Dupont qui a collaboré au dictionnaire des assassins que publie Kalman Levy ces jours-ci. Excellent dictionnaire. Nous sommes en 44 avant Jésus-Christ. Ça va être le moment des Ides de Mars. Les conjurés. Il faut, dit Plutarque, employer le mot conjuré. Oui, les conjurés forment un groupe. Brutus, c'est l'émanation d'un groupe. Oui, les tyrannicides sont forcément l'émanation d'un groupe, puisqu'il s'agit des nobles, comme groupe social menacé par un pouvoir unique monarchique. Donc ça n'est pas à titre personnel qu'on peut aller tuer le tyran. Il faut en fait être d'une façon ou d'une autre le représentant de ceux qui subissent les méfaits du tyran. Mais vous êtes en train de nous dire que ce sont les anciens contre un régime moderne ? Non, pas du tout. Je veux dire, je rappelle quand même que à Athènes, ça a été le contraire. Hein. Je veux dire, ce sont la entre guillemets démocratie, c'est pas encore ça. C'est construite sur la mort du tyran. La tyrannie ou le régime oligarchique sont deux constitutions possibles. Aucune n'est plus moderne que l'autre. Alors voici les hommes qui préparent l'assassinat qui aura lieu au Sénat. Il sait. J'en suis sûr, il le sait. Vous avez vu comment il nous a regardé ? Calme, Simber. S'il le savait, nous serions déjà morts. Il fait semblant de ne pas voir parce qu'il attend qu'on se trahisse nous-mêmes. Il ne nous craint pas. À ses yeux, nous ne sommes que des lâches. Dans tous les cas, il faut agir vite. Tuons César pendant son sommeil. Il ne dort quand même pas avec lui. S'il vous plaît, il ne s'agit pas de commettre un vulgaire meurtre. Il s'agit d'un acte honorable qui doit être accompli honorablement. À la lumière du jour, à l'intérieur du Sénat. Nous attendrons que César ouvre la séance du Sénat. Épidus demandera que l'on procède aux élections. Tilius, tu prieras César d'écouter d'abord les doléances. Et toi, Cassius, tu te tiendras derrière César. Personne ne devra sortir sa dague avant que nous ayons tous rejoint César. Chaque lame devra lui entrer dans le corps, au moins une fois. Si nous échouons, nous retournerons nos dagues contre nous-mêmes. Voilà, nous avons glissé de la série Rome au film de Mankiewicz, Jules César. Au fond, je lance un appel à mon réalisateur Jacques Sigal. Vous auriez préféré Jules César, Shakespeare, acte 3 ? Absolument, je pense que c'est plus juste parce que sont aussi bien le film que la pièce ne sont assez peu politiques
et repose plus sur la psychologie et les sentiments. Or, Rome, c'est un peuple de sentimentaux. Oui, mais enfin, Plutarque et Suétone, pour ne parler que d'eux, ils ont construit un récit politique et théâtralisé de l'assassinat, afin de mémoire. Mais je ne pense pas que ça soit politique. Vous avez raison, ce sont afin de mémoire. Mais tuer le tyran est un acte éthique. Parce que, en fait, il ne tue pas le tyran pour les autres, il le tue pour lui-même. C'est-à-dire que Brutus, comme ça, aura une gloire inouïe. Si c'est bien reconnu comme un tyrannicide. Mais je veux dire, tout ça, ce sont chacun s'illustre. Hein, mais ça n'est pas au nom d'une ligne politique qu'il faudrait quitter. Mais enfin, il faut bien quand même, une fois que l'assassinat a eu lieu, ellipse, on ne le raconte pas en détail. Enfin, quand même, Suétone dit que César a fait descendre les plis de sa toge jusqu'en bas pour tomber décemment. Oui. Il faut bien rendre compte au peuple. Alors, Brutus, il cherche d'abord les sénateurs pour leur parler, avant de parler au peuple. Les sénateurs envolés, disséminés. Oui. Mais parce qu'ils n'étaient pas tous prévenus de l'assassinat. Il ne s'agit pas de rendre compte au sens qu'on aurait une fonction et puis on rendrait compte de sa fonction. Il s'agit d'entraîner par la parole, par l'éloquence, le peuple dans un sens ou dans un autre. C'est ainsi que ça marche. Et c'est ce qu'Antoine réussira à faire. Oui, et ce que Brutus ne va pas réussir à faire. Alors encore un extrait du film de Mankiewicz. Brutus parle au peuple. Celui-ci, dit Plutarque, est silencieux, d'un silence qui témoigne à la fois de son respect pour Brutus et de sa pitié pour César, laquelle, peu à peu, à mesure que les heures passent, va gagner et s'exprimer de plus en plus. Au fond, quand on pense à ce que fut César, c'est inique ce qu'on vient de faire. J'ai peur qu'on ne mette quelqu'un de pire à sa place. 3 fois, il a refusé la couronne. C'est bien signe qu'il n'était pas un ambitieux. Dans ce cas-là, il y en a qui vont le payer cher. Le peuple va se venger! Alors le peuple non plus n'exprime pas de point de vue politique, là. D'abord, le peuple qui sait. Parce que, en fait, le peuple, c'est tout le monde. Et alors, de temps en temps, on l'appelait, etc. Dans le peuple, il y a aussi bien les chevaliers, les jeunes nobles, les gens moins riches. C'est pas, c'est pas les va-nu-pieds. Qu'est-ce qui s'est passé alors autour de ces funérailles, où le peuple a quand même été un acteur premier et a fait basculer les choses? Oui, mais c'est normal, parce que le peuple soit là. Puisque les funérailles en question sont c'est un rituel. Marc-Antoine, puisque c'est lui dont il s'agit, a manipulé le rituel des funérailles, qui sont les funérailles qu'on fait pour les nobles, qui ont lieu tout à fait normalement. Marc-Antoine qui va se poser à partir de ce moment-là comme l'héritier de César, après d'ailleurs avoir un peu hésité, parce qu'il savait pas très bien quelle position il devait prendre la plus commode pour lui. C'est-à-dire que lui, c'était pas très facile, mais puisqu'il était le maître de la cavalerie. Mais donc, il est normal que le peuple soit là, sur le forum, pour des funérailles. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui prononce l'éloge funèbre est dans exactement la même position que celui qui fait un discours au peuple dans un cadre politique. Voilà. Et donc, c'est ça qui s'est passé. Dites-moi, c'est finalement Marc-Antoine qui va l'emporter. Brutus qui pensait avoir été le libérateur, je sais, il agissait surtout pour sa gloire personnelle, et obligé de quitter l'Italie. Et alors, il va retrouver la Grèce. C'est normal, parce que tout se passe toujours en Grèce, pour lui. Il est nourri de la Grèce. Il est une bibliothèque grecque ambulante. C'est en Grèce que va se jouer le dernier épisode de la guerre civile auquel il va participer. Je crois qu'il ne faudrait pas glisser du géographique au culturel. Toute la Grèce fait partie de l'Empire romain. Et c'était province romaine, comme serait l'Espagne. Ou Italie. Et ça se passe en Grèce, ça pourrait se passer ailleurs. La preuve, d'ailleurs, ça se passera plus tard aussi en Afrique. Et puis, la culture grecque de Brutus, c'est une culture d'il y a très longtemps, puisque c'est pas la culture contemporaine, et c'est la culture qu'il a en commun avec César, avec tout le monde. Je veux dire, Brutus a retrouvé Cassius, ils vont s'affronter à Octave et surtout Marc-Antoine. Et Brutus, après que Cassius meurt le premier, il est contraint de se suicider. Alors il construit sa mort. Ça, c'est quand même extraordinaire, parce que
Il imagine qu'il va pouvoir rester dans les mémoires, lui qui est un homme exceptionnel, n'est-ce pas, Florence Dupont? C'est-à-dire qu'il fait ce que fera Caton plus tard, le jeune à Utique. C'est-à-dire que, mais ce qu'avait fait aussi César, c'est-à-dire que il s'agit de donner, de fabriquer une image de soi-même qu'on appelle la belle mort. Donc il se fait une belle mort donc il se fait une sorte de statut déjà de lui-même. C'est très important. La mort glorieuse et surtout pas la mort honteuse. Et il prend bien soin d'énumérer le nom de tous ceux qui, disparus aussi pour lui, l'ont servi. La postérité était généreuse pour Brutus, comme quoi ce ne sont pas seulement les vainqueurs qui dictent l'histoire. Il a servi d'exemple à beaucoup de fidèles, de légitimistes, de perdants. Oui, ce qu'il y a chez Brutus, et ce qui est tout à fait remarquable, peut-être assez différent de nous, c'est qu'en fait, c'est un homme qui a parfaitement accompli le schéma qu'il connaissait du noble tyrannicide. C'est-à-dire, en fait, c'est une forme creuse. On ne sait pas qui était Brutus. Vous allez me dire que c'est un homme sans intérêt maintenant. Je dis pas que c'est un homme sans intérêt, c'est un homme, mais tous les Romains sont comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tous les nobles romains s'épuisent depuis leur jeunesse à accomplir une belle image d'eux-mêmes. Merci à vous, Florence Dupont. Je précise, parce que vous vous intéressez aussi au point de vue des femmes, que le corps de Brutus a été rendu par Marc-Antoine à sa mère, Servilia. Je cite, après le dictionnaire des assassins, votre dernier livre chez Gallimard, Le Promeneur, Rome, tenez encore un paradoxe, la ville sans origine. Philippe Duclos, Yann Bouillot, Franck Olivard, Frédéric Martin, Camille Poux, Jalaguier et Jacques Sigal, qui est allé chercher les œuvres complètes de Shakespeare pour l'émission de demain qui sera consacrée à la guerre du Pacifique.